Salut à toutes et à tous sur Infirmier Impliqué. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout soignant devrait connaître sur le bout des doigts, les droits des patients. Je m'appelle Christian, je suis infirmier en Suisse et ensemble, on va voir pourquoi ces droits sont indispensables dans notre pratique quotidienne. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce que pour moi, être compétent au sens large, ce n'est pas seulement maîtriser des gestes techniques ou avoir des connaissances théoriques pointues, c'est aussi reconnaître et respecter les droits fondamentaux de chaque patient. Le respect de ces droits nous permet non seulement d'assurer notre rôle, mais aussi de préserver l'humanité de chaque personne que nous accompagnons de manière équitable et juste. Alors, petite précision avant de commencer, dans cette vidéo, je vais me baser sur les droits des patients tels qu'ils sont définis ici en Suisse. Donc selon votre pays, certains points peuvent être un peu différents. Donc je vous invite à bien vérifier les références qui s'appliquent dans vos régions spécifiques. Mais avant tout, posons-nous une question qui peut sembler surprenante. Pourquoi s'intéresser aux droits des patients ? À quoi servent-ils vraiment ? Eh bien, ces droits permettent à chaque patient de mieux comprendre sa situation, d'exprimer ses besoins, de choisir ses traitements et de rester autonome dans ses décisions de santé. En résumé, ça lui permet de devenir pleinement acteur de sa santé. Et puis, ça sert aussi à construire une vraie relation de confiance avec les professionnels. Autrement dit, son droit respecté, pas de partenariat possible dans les soins. Pour construire cette vidéo, je me suis basé sur une brochure gouvernementale officielle publiée en Suisse qui a été créée en collaboration avec plusieurs cantons dont Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble les principaux droits des patients et voyons concrètement ce qu'ils signifient. Le premier droit, c'est le droit à l'information. Tout patient a le droit d'être informé de manière claire et adaptée. Ça veut dire qu'on doit lui expliquer son état de santé, les examens ou traitements proposés, leurs bénéfices, leurs risques, le pronostic et même les aspects financiers. Et cette information s'adresse avant tout au patient lui-même. Pour les autres personnes, il y a un autre droit qui entre en jeu. C'est le secret professionnel, dont on parlera tout à l'heure. Concrètement, le droit à l'information, ça veut dire que le médecin et plus largement l'équipe soignante doit donner spontanément au patient des explications complètes et compréhensibles. L'objectif, c'est que le patient ait toutes les cartes en main pour adhérer à son plan de soins en toute connaissance de cause. Et bien sûr, le patient a le droit de poser des questions, de demander qu'on reformule et de dire s'il n'a pas compris. En cas de doute, il peut même demander un deuxième avis médical. Maintenant, il existe quelques exceptions à ce droit. La première exception serait par exemple dans un contexte où le patient volontairement déciderait de ne pas être informé car il ne souhaite pas connaître son diagnostic. Mais attention, dans ce cas, cela n'équivaut pas à une renonciation des soins. La deuxième exception est en cas d'urgence. Donc si le patient n'est pas en état de recevoir une information, celle-ci peut être donnée plus tard ou bien transmise au représentant thérapeutique. Et si la famille veut en savoir plus, elle doit passer par le représentant qui décidera alors de ce qui peut être partagé. Finalement, la troisième exception concerne tous les gestes simples, courants et non invasifs, par exemple une prise de sang ou une prise de la tension artérielle. Là, on parlera de consentement tacite. Dans ce cas, on n'a pas forcément besoin de donner une explication détaillée. Mais évidemment, si le patient a toute sa capacité de discernement, il peut toujours refuser un soin ou poser des questions. Voilà, ça c'est le droit de l'information. C'est la base. Sans information claire, il n'y a pas de véritable choix possible pour le patient. Le deuxième droit, c'est le consentement libre et éclairé. Concrètement, aucun soin ne peut être donné à un patient ayant sa capacité de discernement, qu'il soit majeur ou mineur, sans son accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour que le consentement soit libre, il ne doit y avoir ni contrainte, ni menace, ni pression psychologique ou ni pression temporelle. Et pour qu'il soit éclairé, cela passe par le premier droit qu'on a vu juste avant, le droit à l'information. Un point essentiel ici, c'est la capacité de discernement. Être capable de discernement, ça veut dire avoir la faculté de comprendre une situation et de prendre une décision en conséquence.
En principe, toute personne est présumée capable de discernement. En revanche, il existe des exceptions comme les jeunes enfants, les personnes qui souffrent de déficience mentale, de certains troubles psychiques ou encore qui sont sous l'influence de substances comme l'alcool. Mais attention, être très âgé, avoir des troubles psychiques ou être placé sous curatelle ne veut pas dire automatiquement qu'on a perdu sa capacité de discernement. C'est toujours une évaluation au cas par cas, en fonction de la situation et du type de traitement envisagé. Et qu'en est-il des mineurs? Là aussi, la règle est claire. L'avis d'un mineur doit être entendu et pris en compte autant que possible. Avant 12 ans, seul le représentant légal peut donner un consentement valable. Entre 12 et 16 ans, la capacité de discernement doit être évaluée au cas par cas, selon la maturité du jeune et le type d'intervention médicale. Et à partir de 16 ans, on part du principe que la présomption de capacité de discernement est plus forte. En résumé, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, le consentement libre et éclairé est un droit fondamental. Il protège la liberté de choix du patient et garantit que les soins sont donnés dans le respect de son autonomie. Le troisième droit concerne les directives anticipées et la désignation d'un représentant thérapeutique en cas d'incapacité de discernement. Tant que le patient a sa capacité de discernement, il peut rédiger des directives anticipées. C'est un document dans lequel il exprime à l'avance quels traitements médicaux il accepte ou refuse. Il peut aussi y désigner une personne de confiance chargée de prendre les décisions à sa place si, un jour, il ne peut plus s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le représentant thérapeutique. En parallèle, il existe aussi le mandat pour cause d'inaptitude. Ce document est plus large. Une personne majeure et capable de discernement peut y désigner quelqu'un pour la représenter. Cette personne pourra non seulement décider des soins, mais aussi apporter une aide dans la vie quotidienne, gérer les affaires financières ou assurer une représentation juridique. Le mandat doit être rédigé à la main, daté et signé ou établi devant un notaire. En pratique, lorsque le patient perd sa capacité de discernement, le professionnel de santé doit vérifier en priorité s'il existe des directives anticipées, si un représentant thérapeutique a été désigné ou si un curateur a été nommé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si des directives anticipées existent, elles doivent être respectées. Encore faut-il que nous, soignants, en ayons connaissance. C'est pourquoi il est essentiel d'encourager les patients à organiser ces démarches en amont. Transmettre une copie à leur représentant, à leur médecin, à l'institution lors d'une admission ou encore les enregistrer dans le dossier électronique du patient. Et si aucune directive existe ou si le représentant n'est pas disponible, dans ce cas, c'est au professionnel de santé de prendre les décisions au mieux des intérêts du patient en tenant compte de sa volonté présumée. Enfin, certaines situations particulières, comme un placement à des fins d'assistance en lien avec des troubles psychiques, font l'objet de dispositions spécifiques qu'il convient de connaître. Voilà pour le troisième droit. Il est essentiel car il garantit que la volonté du patient sera respectée même lorsqu'il n'est plus en mesure de l'exprimer lui-même. Le quatrième droit, c'est le libre choix du professionnel de santé et de l'institution de soins. En pratique, ce droit dépend en grande partie du modèle d'assurance maladie choisi par le patient. Dans l'assurance de base, les prestations couvertes sont identiques pour tout le monde. Mais lorsqu'un patient a opté pour un modèle particulier, comme le médecin de famille ou le réseau de soins, il a volontairement restreint son libre choix en échange d'une réduction de prime. Ce droit est aussi conditionné par la disponibilité et la compétence des professionnels, ainsi que par les ressources de l'institution, le nombre de lits, les équipements disponibles ou encore la mission de l'hôpital. Il faut également rappeler que certains traitements hospitaliers, par exemple dans une clinique privée ou hors canton, peuvent être partiellement ou entièrement à la charge du patient. Dans ces cas, il est de notre responsabilité, en tant que soignants, de les informer clairement et de les orienter vers leur médecin traitant, leur assurance ou l'institution pour obtenir les bonnes informations.
Dans les hôpitaux publics ou reconnus d'intérêt public, le patient doit accepter d'être pris en charge par les professionnels rattachés à l'institution. En revanche, une assurance complémentaire peut élargir ce choix, notamment en permettant de sélectionner plus librement le médecin ou la clinique. Enfin, pour les soins ambulatoires, en dehors de l'hôpital, le patient bénéficie en principe du libre choix du professionnel. Là encore, ce choix peut être limité si le modèle d'assurance adopté impose un cadre particulier, comme celui du médecin de famille. Voilà pour le quatrième droit. En résumé, le patient dispose d'un libre choix, mais ce choix dépend toujours à la fois de son assurance et des conditions pratiques de soins. Le cinquième droit concerne un sujet sensible, les mesures de contrainte. Par définition, toute mesure thérapeutique appliquée contre la volonté d'un patient ou malgré son opposition est considérée comme une contrainte. Cela peut être une contention physique ou encore un traitement imposé sans consentement. En principe, le patient doit toujours pouvoir donner son accord de manière autonome après avoir reçu des informations fiables et en tenant compte de ses valeurs. Mais en pratique, il existe des situations où le recours à la contrainte devient inévitable. Commençons par les mesures de contention. Elles regroupent toutes les interventions qui limitent la liberté de mouvement. Des attaches des poignets, une ceinture abdominale, un tapis de sonnette, les barrières de lit, un isolement en chambre de sécurité ou encore une surveillance électronique. Ces mesures ne peuvent être décidées que par un médecin, à l'hôpital ou en EMS, après concertation avec l'équipe soignante et uniquement si le comportement du patient représente un danger grave pour lui-même ou pour les autres, ou s'il perturbe gravement la vie communautaire. Ces mesures doivent toujours être proportionnées et appliquées uniquement si toutes les alternatives moins restrictives ont échoué. En dehors des situations d'urgence, elles doivent être discutées avec le patient avant leur mise en place. Elles ne peuvent jamais être justifiées pour des raisons de simplification du travail, du personnel ou d'économie. Lorsqu'elles sont décidées, elles doivent être limitées dans le temps, documentées et régulièrement réévaluées afin de déterminer si elles peuvent être levées ou remplacées par une mesure plus adaptée. Enfin, le patient ou l'un de ses proches peut faire recours à tout moment auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Deuxième situation, nous avons le traitement sans consentement. Il s'agit d'un traitement imposé, souvent en lien avec des troubles psychiques, une déficience mentale ou une situation d'abandon grave. Un tel traitement n'est possible que dans des conditions très restrictives, en particulier dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. Il n'est envisageable que si l'absence de traitement met sérieusement en danger la santé du patient ou la vie et l'intégrité d'autrui, et uniquement s'il n'existe pas d'alternative moins contraignante. Un traitement ne peut jamais être imposé à une personne capable de discernement. En revanche, si le patient perd momentanément ou durablement sa capacité de discernement, le traitement doit être prescrit par un médecin en tenant compte autant que possible des volontés antérieures exprimées. Le plan de traitement doit aussi être établi avec le représentant thérapeutique ou la personne de confiance. Enfin, il faut garder en tête que les règles exactes concernant la contrainte, que ce soit pour les mesures de contention ou pour les traitements imposés, peuvent varier d'un canton à l'autre. En tant que professionnel, il est donc essentiel de bien connaître la législation locale. Voilà pour ce cinquième droit, un droit délicat qui illustre bien l'équilibre constant entre le respect de la liberté du patient et la nécessité parfois de protéger sa santé ou celle des autres. Le sixième droit, c'est le secret professionnel, qu'on appelle aussi le secret médical. Concrètement, chaque patient a droit au respect total de la confidentialité de ses données. Et nous, professionnels de la santé, avons l'obligation de garder pour nous toutes les informations auxquelles nous avons accès dans le cadre du travail. Sauf exception prévue par la loi, aucune information ne peut être transmise sans le consentement du patient. Et précision importante, ce secret s'applique aussi entre professionnels de santé. Le secret professionnel a un double objectif: protéger la sphère privée du patient et protéger les soignants eux-mêmes qui ont le devoir de garder le silence sur ce qui leur est confié.
C'est une base essentielle de la relation de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Il existe toutefois quelques situations où des informations peuvent ou doivent être transmises. La première situation, le patient a donné son autorisation pour partager certaines informations avec des tiers. Comme deuxième situation, on aurait une loi fédérale ou cantonale qui oblige le professionnel à déclarer quelque chose, donc par exemple une maladie transmissible, un décès suspect ou encore une inaptitude à conduire. Et comme troisième situation, on aurait, en l'absence d'autorisation de loi spécifique, le professionnel peut demander à être délié du secret professionnel par l'autorité compétente du canton. L'autorité procède alors à une pesée d'intérêts entre la protection du secret et l'intérêt de tiers à être informés. Donc, un exemple concret, ça serait un médecin qui pourrait être amené à demander une levée du secret professionnel pour informer les descendants d'un patient atteint d'une maladie héréditaire grave. Voilà pour le 6e droit. C'est l'un des piliers de la confiance dans les soins. Sans confidentialité, il est impossible de construire une relation thérapeutique solide et durable. Le 7e droit, c'est l'accès au dossier médical. Tout patient a le droit de consulter son dossier et de demander qu'on lui en explique le contenu. Selon le canton, il peut même en obtenir une copie ou dans certains cas l'original afin de le transmettre au professionnel de son choix. Ce dossier peut être au format papier ou électronique et il contient notamment l'historique médical du patient, ses diagnostics, l'évolution de ses maladies, les traitements reçus, les résultats d'analyse et d'imagerie, les rapports d'opération ou de séjour hospitalier, ainsi que les certificats médicaux. En résumé, tout ce qui concerne les soins fait partie du dossier médical. Ce droit d'accès comporte néanmoins certaines limites. Les informations concernant des tiers protégés par le secret professionnel ne sont pas accessibles et les notes strictement personnelles rédigées par un professionnel ne font pas partie du dossier communicable. Autre point important, si le médecin estime que la remise directe du dossier pourrait avoir de graves conséquences pour le patient, il peut demander que la consultation se fasse en sa présence ou en présence d'un autre professionnel choisi par le patient. Enfin, même un mineur capable de discernement peut lui aussi demander l'accès à son propre dossier médical. Voilà pour le 7e droit. Il constitue une garantie de transparence et d'autonomie pour le patient, tout en maintenant un cadre protecteur pour la confidentialité et la sécurité. Le 8e droit, c'est celui qui touche à la santé numérique et au dossier électronique du patient, qu'on appelle le DEP. Concrètement, chaque patient a le droit de disposer d'un DEP et de participer activement à la gestion de ses données de santé en ligne. Cela signifie qu'il peut accéder à ces informations médicales via une plateforme sécurisée et décider qui peut les consulter. Le DEP s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la santé numérique. Cela regroupe toutes les technologies de l'information appliquées à la santé, les dossiers médicaux informatisés, la télémédecine, les applications mobiles de suivi ou encore les appareils connectés. Comment ça fonctionne concrètement ? Les données médicales restent stockées en premier lieu chez les prestataires habituels du patient, son médecin traitant, son pharmacien, son thérapeute ou encore l'hôpital. Mais le DEP permet de rassembler une copie des données essentielles issues de ces différents acteurs dans un seul espace numérique. L'objectif, c'est de faciliter l'échange d'informations entre professionnels de santé et d'avoir une vision globale et cohérente de la santé du patient. Ce dossier est disponible sur Internet, il appartient au patient et son accès est strictement sécurisé. Le patient peut le consulter librement et décider qui y a accès. Un autre exemple de santé numérique, c'est la télémédecine. Elle permet aux patients de consulter un médecin à distance. C'est pratique, mais cela ne remplace pas une consultation physique lorsqu'un examen clinique est nécessaire. Il faut rappeler qu'une téléconsultation reste une vraie consultation médicale. Le médecin peut délivrer une ordonnance et facturer la prestation. C'est pourquoi il est essentiel
en tant que professionnel, d'informer les patients sur la prise en charge de ces consultations par leur assurance. Voilà pour le 8e droit. En résumé, la santé numérique donne aux patients un meilleur accès et plus de contrôle sur leurs données, tout en facilitant la coordination et la continuité des soins entre les professionnels. Le 9e droit concerne un sujet sensible, l'erreur médicale. Lorsqu'une erreur survient et entraîne des conséquences pour la santé d'un patient, celui-ci a le droit de recevoir des explications claires de la part du professionnel impliqué. Il peut poser toutes les questions nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. Le patient peut également demander un second avis médical ou encore s'adresser à une organisation de défense des patients pour obtenir du soutien. Dans ces situations, plusieurs démarches sont possibles. Une négociation à l'amiable entre le patient et le professionnel ou l'institution concernée, et si le désaccord persiste, une évaluation médicale indépendante peut être demandée, et selon ces conclusions, un dédommagement pourrait être envisagé ou non. Il est essentiel de garder en tête que la médecine comporte toujours une part de risque. Certains événements indésirables sont inattendus, d'autres sont connus mais inévitables, comme certaines complications. En clair, le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi la survenue d'une complication ne signifie pas automatiquement qu'il y ait une faute du professionnel. Le mandat qui nous lie à nos patients repose sur une obligation de moyens et non sur une obligation de résultat. On parle d'erreur médicale fautive seulement lorsqu'il existe un manquement clair. Par exemple, le patient n'a pas été informé correctement, son consentement n'a pas été recueilli, ou encore lorsque les règles de l'art et les bonnes pratiques n'ont pas été respectées. Il est aussi fondamental de rappeler que l'erreur est humaine. Personne n'est infaillible, pas même les professionnels de la santé. C'est pourquoi les institutions mettent en place des systèmes de déclaration et d'analyse des incidents afin de tirer des enseignements des erreurs et d'améliorer en continu la qualité et la sécurité des soins. Voilà pour le 9e droit. Il rappelle l'importance de la transparence et du dialogue lorsqu'une erreur survient, tout en soulignant que la médecine reste une science complexe où une part de risque est toujours présente. Le 10e droit, c'est le droit pour le patient d'être accompagné et conseillé. Lorsqu'un patient séjourne dans une institution de soins, il doit pouvoir bénéficier non seulement d'une assistance et de conseils, mais aussi du soutien de ses proches tout au long de son hospitalisation. Il peut également demander à être accompagné par une personne extérieure, qu'elle fasse partie ou non d'une association de patients. Pour les patients suivis à domicile, ce rôle peut être assuré par une personne proche aidante. Bien souvent, il s'agit d'un membre de la famille qui aide régulièrement dans les activités de la vie quotidienne pour permettre aux patients de rester à domicile. Ces proches aidants peuvent effectuer certains soins de base, à condition de les maîtriser ou d'avoir été formés. Les soins techniques, eux, restent de la responsabilité des professionnels. En pratique, l'accompagnement des proches et celui des professionnels sont complémentaires. Il faut aussi rappeler que les proches aidants ont eux-mêmes droit à du soutien, des prestations de décharge, des formations pour développer leurs compétences ou encore des aides spécifiques proposées par le canton ou parfois même par l'employeur. À côté des proches aidants, il existe aussi la notion de personne de confiance. Le patient peut désigner une personne de confiance pour l'accompagner dans ses démarches de santé, assister aux entretiens médicaux et lui apporter un soutien moral, spirituel, social ou même administratif. Attention, seule une personne représentante peut véritablement se substituer au patient en cas d'incapacité de discernement. La personne de confiance, elle, n'a pas ce pouvoir de représentation. Elle accompagne et soutient qu'il y ait discernement ou non. Dans les situations de placement à des fins d'assistance, le patient peut demander à être accompagné par une personne de confiance. Celle-ci doit être consultée si une mesure de contrainte est envisagée. Sa présence aide à limiter l'impact psychologique de la contrainte et à garantir sa légitimité. Enfin, notons que certains cantons disposent d'organisations indépendantes à but non lucratif qui peuvent même mettre à disposition des accompagnants spécialisés. Voilà pour le 10e droit. Il nous rappelle que le patient ne doit jamais affronter seul son parcours de soins.
Le rôle des proches, des aidants et des personnes de confiance est un véritable pilier de la prise en charge globale. Le 11e droit concerne le don d'organes et de tissus. En Suisse, chaque patient a le droit de décider de son vivant s'il souhaite donner ses organes à des fins de transplantation. Jusqu'en 2026, c'est le principe du consentement explicite qui s'applique. Un prélèvement n'est possible que si la personne a donné son accord de son vivant. Probablement dès 2026, par contre, la Suisse adoptera le principe du consentement présumé, au sens large. Donc chaque personne sera considérée comme un donneur potentiel, sauf si elle a exprimé son refus de son vivant. Si la volonté du défunt est inconnue, ce sont les proches qui devront décider, en essayant de respecter sa volonté présumée. Et en l'absence de proches ou de documents clairs, aucun prélèvement n'est autorisé. Il faut rappeler que le don est toujours gratuit et qu'il est strictement interdit d'en faire commerce. Dès l'âge de 16 ans, une personne capable de discernement peut exprimer sa volonté de donner ou non ses organes. Le don reste possible même à un âge avancé. La volonté du défunt prime toujours sur celle des proches. C'est pourquoi il est essentiel d'encourager les patients à faire connaître leur choix de manière claire. Comment peuvent-ils le faire ? En parlant avec leurs proches, en portant une carte de donneur, en inscrivant leur volonté dans leur directive anticipée ou dans le dossier électronique du patient, ou, dès 2026, en s'inscrivant dans le registre national des dons d'organes et de tissus. En l'absence de déclaration, la décision revient aux proches, qui doivent se baser sur la volonté présumée du défunt. Si une personne de confiance a été désignée pour cette décision, elle agit à la place des proches. Mais si ni proches ni personne de confiance ne sont disponibles, alors aucun prélèvement ne peut être pratiqué. Et qu'en est-il du don de son vivant ? C'est possible, mais sous des conditions strictes. Le donneur doit être majeur et capable de discernement. Il doit donner son consentement libre et éclairé par écrit. Le prélèvement ne doit pas mettre gravement en danger sa santé et il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique équivalente pour le receveur. Voilà pour le 11e droit. Pour nous, professionnels de santé, l'enjeu est clair. Informer, accompagner et respecter la volonté du patient afin que ses choix soient connus et pris en compte le moment venu. Le 12e droit, c'est celui de l'accompagnement en fin de vie. Chaque patient a droit à une fin de vie digne et apaisée. Cela signifie que des conditions doivent être mises en place pour qu'il puisse bénéficier de soins adaptés à ses besoins dans le respect de ses souhaits. L'objectif est simple, préserver au maximum la qualité de vie jusqu'au bout. Concrètement, cela passe par les soins palliatifs. Il inclut le soulagement de la douleur et des symptômes, les soins de confort, mais aussi, si le patient le souhaite, un accompagnement psychologique, social et spirituel. La fin de vie est évidemment une étape difficile, autant pour la personne concernée que pour ses proches. De nombreuses questions se posent. Faut-il envisager un établissement spécialisé, un EMS ou organiser un maintien à domicile ? La réalité, c'est que même si la majorité de la population souhaite mourir à domicile, seuls environ 20% des personnes y parviennent réellement. Pourquoi ? Parce qu'à domicile, les proches et les professionnels n'ont pas toujours les mêmes conditions de sécurité, de soutien et d'équipement qu'en milieu hospitalier. Le choix du lieu du décès dépend donc de plusieurs facteurs. L'état de santé du patient, son environnement, la disponibilité des professionnels et surtout le soutien de ses proches qui doivent être présents sans pour autant s'épuiser. En institution, il est essentiel que le patient puisse être entouré de ses proches, de son représentant, de sa personne de confiance ou même d'un accompagnant extérieur. Et cela sans limitation d'horaire. Enfin, rappelons une règle fondamentale. Aucun traitement ni aucune mesure médicale ne doit être entrepris ou poursuivi contre la volonté du patient. Si le patient n'a pas exprimé sa volonté et n'est plus en état de le faire, c'est alors la volonté de son représentant, puis de ses proches, qui doit être pris en compte.
C'est le cas par exemple lorsqu'une personne se trouve dans un coma profond et irréversible. Voilà pour le 12e et dernier droit. Il met en lumière un principe essentiel. Accompagner la vie jusqu'à son terme avec dignité, respect et humanité. Voilà, nous avons vu ensemble les 12 droits des patients à ne jamais manquer. Mais qui dit droit, dit aussi devoir et responsabilité. En effet, si les patients disposent de droits clairs, ils ont également un rôle actif à jouer dans leur prise en charge. Leur responsabilité contribue directement à la qualité des soins que nous leur proposons. Et c'est grâce à une participation basée sur la communication, la confiance et le respect mutuel que nous pouvons construire un partenariat thérapeutique solide, adapté à leurs valeurs et à leurs besoins. Quelles sont donc ces responsabilités et qu'est-ce que cela implique pour nous, professionnels? La première responsabilité, c'est celle de la communication. Les patients ont la responsabilité de partager les informations importantes concernant leur santé. Mais c'est à nous de poser les bonnes questions et de créer un climat de confiance pour qu'ils osent le faire. Exemple, une allergie non signalée peut avoir de graves conséquences, même si le professionnel n'aurait rien à se reprocher. La deuxième responsabilité, c'est celle de la coopération. Le patient doit collaborer et suivre les traitements qu'il a acceptés. À nous d'expliquer clairement les raisons et les bénéfices du traitement afin de favoriser son adhésion et limiter les abandons. La troisième responsabilité, c'est celle de l'annonce d'une interruption de traitement. Un patient a toujours le droit d'arrêter un traitement, mais il doit en informer le médecin. De notre côté, nous devons accueillir cette décision sans jugement et ajuster la prise en charge en conséquence. La quatrième responsabilité, c'est celle du respect. Tout comme nous devons respecter la dignité du patient, il doit aussi respecter celle des soignants et des autres personnes prises en charge. À nous de rappeler cette responsabilité avec bienveillance et fermeté en cas de comportement inadapté. Comme cinquième responsabilité, c'est celle du respect du règlement intérieur. Les institutions disposent de règles visant à protéger la sphère privée et la sécurité de tous. Le patient doit s'y conformer et il est de notre rôle de lui en expliquer le sens et la finalité. Enfin, il existe d'autres responsabilités importantes. Les patients doivent respecter leur heure de rendez-vous et prévenir en cas d'empêchement. Ils doivent appliquer les règles d'hygiène et de prévention des infections. Et bien sûr, ils doivent payer leurs factures. En résumé, une relation transparente basée sur la confiance et le respect mutuel, c'est la clé. C'est ce cadre qui nous permet de construire une alliance thérapeutique de qualité et de rendre la maladie et les traitements plus supportables pour le patient comme pour l'équipe soignante. Voilà, nous avons fait ensemble le tour des droits et des devoirs des patients. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces droits garantissent le respect, la dignité et l'autonomie de chaque personne soignée, et que ces devoirs permettent de construire une vraie relation de confiance entre le patient et les soignants. En tant qu'infirmier, médecin ou autre professionnel de la santé, notre rôle n'est pas seulement de soigner, c'est aussi de protéger ces droits et d'encourager les patients à prendre une part active dans leurs soins. Parce qu'au final, la qualité du soin repose toujours sur une collaboration, un partenariat entre le patient et l'équipe soignante. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les bases légales et éthiques de notre pratique. Si vous avez appris quelque chose ou si vous pensez que cette vidéo peut être utile à vos collègues, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez continuer à approfondir vos connaissances en soins infirmiers, abonnez-vous à la chaîne Infirmiers Impliqués et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, s'impliquer, c'est mieux soigner.